Merci, Monsieur le Président. Bonjour à mes collègues, mesdames et messieurs. Je vais effectivement répondre à votre question, Monsieur le Recteur. D'autant que personne jusqu'à présent n'a parlé de l'OTAN ni des États-Unis d'Amérique. Nous sommes neutres. Moi, je suis un ancien ambassadeur ou un ancien officier des renseignements. Je ne fais que fournir des renseignements, je ne fournis pas des interprétations. Ça, c'est l'affaire de nos gouvernements. Le narratif occidental, donnez-moi juste 2 minutes pour qu'on soit au point avec ce narratif occidental. Je vous le résume en 2 minutes. Vous savez tout ça. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février. Il a violé le droit international. Il est le seul responsable. Rien n'y obligeait. Rien n'a été fait pour le provoquer. Ce mot de unprovoked est le mot le plus à la mode aujourd'hui dans les médias et dans la politique. C'est l'expression essentielle de référence à laquelle même Charles III, roi d'Angleterre, a recours. Mais c'est vrai qu'à le répéter si souvent, il y a peut-être finalement anguille sous roche. L'autre élément, c'est que l'OTAN est une alliance exclusivement défensive. Ce n'est pas le cas, mais enfin, on le dit. Rien dans son attitude ne peut être à l'origine de cette guerre inadmissible. Poutine est à peu près fou, ivre de conquête et nostalgique à la fois de la Russie des tsars et de l'URSS de Staline. En plus, il est malade. La Russie doit être rejetée dans son ensemble. Il n'y a qu'une attitude qui tienne, une russophobie débridée. Laissez-moi juste citer une dame, une journaliste du Figaro, je suis abonné au Figaro, une dame qui est l'une des 4 grandes prêtresses de l'antipoutinisme en France. C'est Laure Mandeville. Elle écrit une phrase, j'aimerais vous la lire, ça me fait plaisir de vous la lire. La Russie poutinienne, cet étrange dragon qui conjugue les méthodes criminelles du national-bolchevisme avec un désir de revanche impériale teinté de mysticisme messianique aussi destructeur que maladif. C'est presque aussi bien que Colosimo. C'est presque Colosimo qui dit Poutine réactive le mythe du meurtre originel massifié du XXe siècle en massacre refondateur. Passons, faisons plus simple avec ce brave Bernard-Henri Lévy. 6 lignes pour le politiquement correct. Je cite, l'Occident n'a cessé depuis 30 ans de faire à la Russie toutes les offres de partenariat possibles et imaginables avec l'Union européenne, avec le Conseil de l'Europe, avec l'OTAN. Personne, absolument personne, n'a tenté d'humilier Poutine et c'est lui et lui seul qui, sans motif, en réplique à rien, a décidé un bon matin de briser les règles qui tenaient vaille que vaille l'ordre international et de lancer cette guerre folle. Il faut que les Ukrainiens l'emportent. La victoire de l'Ukraine, c'est la seule façon d'empêcher la guerre mondiale. Pour von der Leyen, qui fait du copier-coller avec Biden, les buts de guerre de Poutine sont d'effacer l'Ukraine de la carte, puis de s'en prendre à toute une série d'autres pays. Donc on a compris, je m'arrête là, la guerre en Ukraine devient un combat du bien contre le mal, un combat civilisationnel en défense de la liberté et de la démocratie. Ce que j'aimerais maintenant étudier rapidement, c'est la question de la responsabilité des hostilités actuelles sous l'angle de l'OTAN, et puis la question de la responsabilité des hostilités actuelles sous l'angle de l'Ukraine. Et comme je n'aurai pas le temps, j'aurais voulu terminer avec des considérations sur la méconnaissance de la Russie, sur la responsabilité de la génération d'hommes politiques à laquelle on a affaire, et sur le viol des foules de Tchakotine, revu et révisé en théorie de manipulation de masse. Mais enfin, commençons par les responsabilités de l'OTAN. Je vais résumer parce que des milliers de pages ont été écrites sur le sujet. Rishi Sunak dit « We are just a defense alliance. It is all unprovoked ». Mais toujours, comme j'adore citer Mandeville, Lord Hastings, Lionel Ismay, qui est le premier secrétaire de l'OTAN. Il était secrétaire de l'OTAN, secrétaire général de l'OTAN en 52, de 52 à 57, qui dit quelque chose qui est tout de même extraordinaire. Il était peut-être assez naïf. Il a voulu expliquer l'OTAN et il a dit l'OTAN a été créé to keep America in Europe,
Russia out and Germany down. Qu'en 70 ans, pas grand-chose à changer. Donc on a trop peu d'espace, on ne va pas parler de not one inch du côté de l'Est. J'aimerais simplement vous dire que si c'est un sujet qui vous intéresse, toute l'histoire du développement de l'OTAN en direction des frontières de la Russie, il faut absolument lire le meilleur livre sur lequel j'ai mis la main, qui s'appelle Not One Inch, America, Russia and the Making of the Post-Cold War Stalemate, écrit par une dame, Madame Sarot, Yale University Press, qui est certes membre du Council on Foreign Relations, mais on va l'excuser parce que son livre de 550 pages est véritablement un chef-d'œuvre de subtilité et de nuance. Comme le mien. Je ne l'ai pas lu, mais je suis le premier acheteur. Hein. Vous n'avez pas mis numéro 1. Oui, c'est bon. Je vous ai cité l'une de ses conclusions qui est tout de même extraordinairement intéressante. Voilà ce que dit Sarot. Il n'est pas possible de séparer une analyse sérieuse du rôle de l'élargissement de l'OTAN dans la détérioration des relations américaines sans parler de la manière dont cela est arrivé. L'erreur de Washington n'a pas été d'élargir l'alliance toujours plus, mais de le faire d'une manière à toujours maximiser les frictions avec Moscou. Cette erreur est survenue de par le manque de jugement des États-Unis quant au caractère immuable de leurs relations de coopération avec Moscou, quoi qu'il fasse, et la volonté de Poutine d'y mettre fin le cas échéant. Dans le Figaro du lundi 20 février, Védrine rappelle ça assez bien. Il rappelle que Kissinger, Kennan, Matlock, Mearsheimer, Brzezinski, excusez du peu, disaient qu'on ne pouvait à la fois étendre l'OTAN indéfiniment et avoir une Russie démocratique. Le triomphalisme aveugle des États-Unis, ça c'est toujours Védrine, a eu tort de ne pas intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité en Europe, etc. On retrouve, et vous verrez dans mon texte, il est publié une fois par notre président, des citations extraordinaires de George Kennan. Même le pape s'y est mis. Vous avez vu dans le Corriere della Sera, avec malheureusement une traduction très peu correcte de Marianne, le pape François s'est exprimé dans le quotidien milanais, c'était au printemps 2022, et c'est là où il y a l'erreur de traduction. On fait dire au pape en français dans Marianne, les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie ont poussé le chef du Kremlin à réagir et à faire la guerre à l'Ukraine. Je ne sais si cette colère a été provoquée, mais cela a aidé sa colère à monter. En fait, le mot italien vaut plutôt dire cri d'orfraie que aboiement. C'est une regrettable traduction de Marianne, mais on connaît aussi ce journal. Une autre citation est vraiment beaucoup plus politique et beaucoup mieux. Elle est de Alastair Crooke, qui est un ancien diplomate britannique, devenu journaliste. Il dit non seulement, c'est assez extraordinaire, il faut lire ça lentement, non seulement il n'y a pas de menace russe qui soit indépendante de la politique américaine, mais c'est l'expansion de l'OTAN pour répondre à la menace russe qui crée la menace même que l'expansion est censée contrer. Et puis évidemment, l'administration américaine a oublié que les Russes savaient lire, ils savaient lire l'anglais, et c'est tout de même assez sidérant de voir, que la Rand Corporation, qui travaille pour le Pentagone, déjà en avril, au printemps 2019, dans un rapport qui s'intitulait Extending Russia, ils avaient recommandé ouvertement d'entraver les exportations de pétrole russe, de réduire les exportations de gaz en empêchant, je ris, vous allez rire aussi, en empêchant la construction de nouveaux gazoducs, d'imposer des sanctions, de provoquer une fuite de leur cerveau et de procurer une aide militaire létale à l'Ukraine. Alors, unprovoked, je ne sais plus. Deux citations. J'ai commencé à quelle heure? Allez, au 2010, je dis, j'ai encore 10 minutes. Je voudrais citer le leader, maintenant la majorité a changé, mais il était leader de la minorité au Sénat américain, Mitch McConnell, qui dit « Les raisons les plus basiques pour continuer d'aider l'Ukraine à dégrader et battre les envahisseurs
sont des intérêts américains cold, hard and practical. Ça veut dire beaucoup de choses. Don Crenshaw, qui est un élu du Texas, lui, à la Chambre des représentants, dit « Investir dans la destruction de notre adversaire militaire sans perdre un seul soldat américain me frappe comme une excellente idée. » Et il y a le Center for European Policy Analysis en Europe qui dit « It's costing », c'est le titre de son rapport, « It's costing peanuts for the US to defeat Russia ». Et qui écrit que dépenser 5,6% du budget américain pour détruire à peu près la moitié des capacités militaires russes conventionnelles est un investissement résolument incroyable. Ce qui prouve qu'une fin rapide du conflit n'est pas intéressante, ni même désirable pour les États-Unis. Cette guerre sert leurs intérêts stratégiques, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle l'Amérique ne voulait pas de cette guerre, et donc la fiction infantile que l'invasion russe n'était pas provoquée. Tout le monde hurle dans le narratif occidental aux violations du droit international public. Là, je vous la fais courte. On organise un match de foot entre les États-Unis et la Russie, on regarde les buts. Eh bien, les États-Unis, en matière de violation du droit international, gagnent largement le match 7-2, puisque quasiment toutes les interventions de l'OTAN sont illégales au regard du droit international public, sauf la première au Koweït. Donc, vous verrez dans mon article tous les développements que j'apporte à cela. Et passons à l'Ukraine. On a deux militaires ici. Que ferait-il si, en août 2020, les deux oblasts avaient reçu 132 attaques ukrainiennes par bombes, mines, grenailles. Mais en août, une année après, c'est 2919 bombardements sur des objectifs civils en un mois. Il y a une accélération en janvier 2022, 3379 en janvier 22. Et puis en 3 semaines, sur 3 semaines, en février 22, 8096 attaques par bombes, mines ou mitrailles. Cette intensification des frappes sont des statistiques officielles de l'OSCE. C'est quand même sérieux. J'étais ambassadeur à Vienne, multilatéral. Je m'occupais de ça. Elle n'est pas pro-moscovite, cette organisation. Et elle recense aussi entre 10 000 et 14 000 morts civiles au Donbass. Donc, quand vous êtes à Moscou, que vous avez des russophones qui prennent 8096 bombes, mines sur la tête en 3 semaines en février, je pense que Poutine devait peut-être envisager de réagir. Et puis en plus, il y a une armée ukrainienne, à peu près 100 000 hommes, qui est en face, et dont on ne sait pas. On ne sait pas si elle s'apprêtait à fond, parce que nos généraux nous diront ici, lorsqu'il y a une préparation d'artillerie et qu'il y a 100 000 hommes derrière, en général, la préparation d'artillerie, elle prépare l'invasion, elle prépare une attaque. Donc, une fois, évidemment, les oblasts de Lugansk et de Donetsk occupés par l'armée ukrainienne, c'était beaucoup plus cher, beaucoup plus difficile pour la Russie de les reprendre. Donc, 1400 explosions pour la seule journée du vendredi 19 février. On peut se poser la question si la Russie avait un autre choix. Donc, il lance son opération le 24. Donc, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Soit les bombardements intenses de la population civile du Donbass annonçaient l'entrée en action imminente de l'armée ukrainienne contre les populations russophones et la Russie devait réagir, soit l'armée ukrainienne n'avait pas l'intention d'intervenir et comptait provoquer une intervention russe susceptible d'entraîner une réaction de l'OTAN. Dans les deux cas, il y a au minimum responsabilité partagée. Donc, considérons que les cris d'orfraie de l'OTAN aux frontières de la Russie ont fourni le cadre général et l'intensification des tirs ukrainiens aura été l'élément déclencheur et l'étincelle. Notre cher mon voisin de droite et le recteur ont parlé, j'avais intitulé ça « La provocation ». Alors, j'avais un chapitre qui s'intitulait « Les provocations ». Mais les provocations, c'est les attitudes, l'attitude générale.
des autorités ukrainiennes elles-mêmes. L'attitude de Zelensky, les Russes ont vu les partis d'opposants politiques éliminés, les médias d'opposition aussi, les dirigeants assassinés. Et puis il y a un personnage intéressant, le numéro 2 du régime, l'épouvantable Alexei Danilov, qui dit le 1er décembre 2022, qui appelle à la destruction de la Russie. Ils ont juste besoin d'être détruits pour qu'ils cessent d'exister en tant que pays à l'intérieur des frontières dans lesquelles ils existent maintenant. Ce ne sont que des barbares. La langue russe devrait disparaître complètement de notre territoire en tant qu'élément de propagande hostile et de lavage du cerveau de notre population. Puis il y a eu quand même cet holocauste de l'Office de l'Institut du livre ukrainien, 100 millions de livres russes détruits. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tel holocauste. Donc l'Ukraine est assez loin d'être innocente dans ce conflit, mais pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? On peut y répondre en une seconde, mais ça mériterait de nombreux développements. L'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Je crois que c'est indubitable, on ne peut pas nier que l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Et Arestovitch l'avait dit en mars 2019, il avait dit, c'est intéressant, avec une probabilité de 99,9%, notre prix pour rejoindre l'OTAN est une grande guerre avec la Russie. Et puis d'autre part, il y a l'Amérique, qui veut affaiblir la Russie, provoquer un changement de régime, démembrer même la Russie. Il y a des conférences aux États-Unis, il y a des cartes de démembrement qui circulent, et en finir une fois pour toutes avec la Russie. Donc on voit très bien que ces deux objectifs, rentrer dans l'OTAN et profiter de la situation pour affaiblir la Russie, c'est ces deux objectifs qui ne se recoupent pas. Mais les deux sont en train de se développer. Zelensky, qui a beaucoup changé quand même, en février 2022, il téléphone à Poutine, il dit on fait la paix. Le 27 février, 2 jours après, l'Union européenne arrive avec un paquet d'armes de 450 millions d'euros. Il refait ça à Zelensky le 21 mars, il fait une offre qui va dans le sens de la Russie, c'est Istanbul. Le 23 mars, il y a un autre paquet de l'Union européenne de 500 millions. Donc on voit très très bien que Naftali Bennett, qui a participé à des négociations, Mevlut Cavusoglu, le ministre des Affaires étrangères turc, l'ont dit, c'est tout à fait clair, il y a des membres de l'OTAN qui veulent que la guerre continue pour affaiblir l'Ukraine. On voit très bien Boris Johnson, il est allé... l'Ukraine. Ou les deux. Non, pour affaiblir... Autant les deux. Ils veulent continuer d'affaiblir la Russie. Donc, les pays de l'OTAN veulent continuer, que la guerre continue pour affaiblir évidemment la Russie. Bennett l'a confirmé, donc Cavusoglu aussi, et Boris Johnson est allé lui-même à Kiev pour dire vous voulez signer ces accords, ça sera sans nous, on n'est pas de cet avis-là, il faut continuer à abattre Poutine. Donc le clan occidental est devenu le parti de la guerre, une guerre qui dure, et c'est bien le problème. Si vous regardez un petit peu, sur l'occasion, contactez vos propres services ici, on vous dira que les services de renseignement américains et les services britanniques, qui se sont trompés, enfin, comme d'habitude, avaient prévu une chute extrêmement rapide de la Russie. Au point que dans certains rapports qu'on peut voir, qu'on a pu voir, que j'ai pu voir, ils disent que la Russie sera rapidement à bout de souffle grâce aux sanctions. Ils comptaient sur les sanctions pour abattre la Russie et la mettre à genoux. Et ils parlaient à la Maison-Blanche de véritables slam dunk. Vous savez, quand ces basketteurs de 2 mètres de haut enfilent un ballon par-dessus le panier, c'est goal, il n'y a pas moyen d'éviter le panier puisqu'ils ont la main dans le panier. Un slam dunk. Allez-y, tapez les Russes avec les sanctions, ils sont morts. Bon, évidemment, cette analyse est gravement erronée et c'est une très mauvaise évaluation et maintenant on ne sait plus très bien quoi faire. Alors donnez-moi 30 secondes pour ne pas traiter le sujet mais quand même faire une petite citation. Ce sont des hommes qui font la politique et vous serez sans doute, n'est-ce pas mon cher maire, tous d'accord avec moi pour dire que ces hommes politiques aujourd'hui où qu'ils soient se sont discrédités. On pourra réfléchir, d'ailleurs je vois Pierre Conessa
lisez son dernier livre, il est remarquable, et il en sait 1000 fois plus que moi sur la question à la fois du viol des foules par la propagande politique et sur le discrédit des hommes politiques et de ces intellectuels en chambre qui veulent aller combattre en restant dans leur fauteuil. Mais j'avais prévu quand même de vous confier les palmes d'or de mon festival des aberrations. J'ai un ami qui a le meilleur blog peut-être ici, il s'appelle John Whitbeck, c'est un Américain qui vit à Paris, et qui dit que Washington est le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert de la planète. Malheureusement, cet hôpital-là a beaucoup de succursales. Alors, Palme d'or, Ursula von der Leyen, je cite, « L'affirmation d'une implication américaine dans le sabotage des gazoducs nous paraît absurde. Dans toutes les années d'existence de l'Amérique, ça fait quand même 250 ans, hein, pas un seul exemple de violation du droit international n'a pu être établi et confirmé. Palme d'argent, c'est Rishi Sunak, nous sommes juste une alliance défensive, tout est non provoqué. Palme de bronze au Premier ministre de l'Estonie, Kaja Kallas, qui dit les pays de l'OTAN doivent prendre le contrôle de Moscou et de manière contraignante transformer la mentalité des citoyens russes de manière à ce qu'ils ne constituent plus jamais une menace. Borrell, il en fait tous les jours, donc j'ai renoncé à l'inclure dans mon classement. J'ajoute juste Valérie Pécresse qui quitte une réunion en disant à la cantonade « Faut que j'y aille, je dois m'occuper de l'Ukraine ». Kissinger dit « Être un ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être un ami de l'Amérique est fatal ». Donc pour les hommes politiques, il y a Julien Benda qui avait tout dit en 1927 dans La trahison d'éclair, Raymond Aron l'avait dit dans Les désillusions du progrès, Pierre Conessa pour le viol des foules. C'est tout de même extraordinaire que tout avait été dit en 1923 par le neveu de Freud, Edward Bernays, je ne sais pas comment ça se prononce, N-A-Y-S, dans son premier livre, Crystallizing Public Opinion. On en est là, jamais auparavant. La post-vérité n'a joué un aussi grand rôle. D'ailleurs, le mot de post-vérité est entré dans le dictionnaire d'Oxford, qui définit ce concept comme des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion. Il y a une charte de déontologie à Munich de journalistes dont on ne parle pas. Deux citations de 6 lignes et je m'arrête. La première est de Guterres, c'est quand même bien. Il dit « Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire ne cessent d'augmenter. Je crains que le monde ne soit pas en train d'avancer vers une guerre plus large en dormant comme un somnambule, mais qu'il le fasse les yeux ouverts. » Et puis, ma dernière, c'est évidemment... Évidemment, c'est pas du tout évident. C'est Gustave Flaubert qui écrit une lettre à son ami Eugène Delattre. On est le 10 janvier 1859, c'est un peu désespérant puisqu'on se retrouvait déjà à l'époque dans une situation semblable à aujourd'hui, à en croire la citation. Voilà ce que Flaubert disait à Delattre. « On a dit que nous dansions sur un volcan. Pas du tout. Nous trépignions sur la planche pourrie d'une vaste latrine. L'humanité, pour ma part, me donne envie de vomir et il faudrait aller se pendre s'il n'y avait pas, par-ci, par-là, de nobles esprits qui désinfectent l'atmosphère. Je suis sûr que tous ces nobles esprits sont réunis autour de vous, cher Président, aujourd'hui. Merci beaucoup.